chers amis internautes, merci de nous retrouver sous ce nouveau numéro de Gros Plan. Nous recevons pour vous aujourd'hui Martin Virgoutou Assogba. Il est président de l'ONG Alcré. Avec lui, on parlera de la présidentielle de 2021, la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon, notamment la question de la Cour des comptes. Et en studio pour animer cette émission, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, cher ami Cosimo. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, messieurs les journalistes. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et nous parlerons donc sans doute de la présidentielle de 2021 qui s'annonce, qui aura lieu dans quelques mois. Et l'une des questions préjudicielle ou essentielle de cette présidentielle-là, c'est la question du parrainage. On aimerait bien avoir votre point de vue sur la question. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de m'écouter les autres fois sur d'autres chaînes. Et ma religion par rapport à cette question, c'est que je suis partisan de la réforme du système partisan. Et en tant que partisan de la réforme du système partisan, je vous dis que je suis du côté de la mise en œuvre du parrainage. Parce que nous l'avions tout le temps dit en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes des analystes politiques. Moi, je ne suis pas un politicien, mais je suis un analyste politique. Je suis un politique, mais pas un acteur politique. Vous comprenez la différence entre être politique et être acteur politique. L'acteur politique fait ses jeux et a autour de lui et recherche toujours le bétail électoral pour pouvoir aller briguer un pouvoir politique. Mais nous, en tant que politiques, nous faisons les analyses politiques pour comprendre ce qui se passe au niveau de la politique dans notre pays et nous travaillons au profit des populations. Nous sommes l'interface entre les populations, le gouvernement et les politiciens. Alors, moi je vous dis, je suis un partisan de la question du parrainage. Parce que ce n'est pas normal que pour un pays de près de 10 ou 11 millions d'habitants, comme on nous l'annonce, que nous ayons 200 et quelques partis politiques. Et que nous ayons des partis régionalistes, des partis régionaux, ou des partis ethnocentriques, ou des partis familiaux, des partis de clubs. Non. Pour éviter tout ça, et nous l'avons tout le temps défendu, même avant qu'on nous parle véritablement aujourd'hui de la réforme du système partisan. Parce que nous avons vu ce qui se passe. C'est des clubs électoraux, c'est des clubs de corrupteurs, c'est des clubs de corrompus, c'est des clubs de gens qui font pression sur les gouvernants pour se positionner, pour dire aux premiers responsables, nous avons telle zone que nous maîtrisons, il faut nous donner tel nombre de centaines de millions pour que nous puissions maîtriser les gens en votre faveur, alors que zéro. Mais aujourd'hui, tous les parrains sont de la mouvance. C'est la question. Attendez. Et puis, on nous dit parrainage aujourd'hui. Parce que, regardez en 2016, nous avons eu pour ce petit pays à économie véritablement étriquée, nous avons eu 33 candidats. Mais nous sommes dans un pays démocratique, on ne va pas empêcher les gens donc d'aller à l'élection. Ah, vous êtes notre pays est plus démocratique que les États-Unis? Mais il y a plusieurs partis politiques aux États-Unis. C'est vrai que les grandes formations montent après, mais on n'a pas supprimé. Mais c'est ce que nous souhaitons ici. Ça ne veut pas signifier aussi qu'il n'y a pas d'autres partis. Il y a des partis, je ne vais pas les citer ici. Il y a d'autres petits partis qui ont répondu aux exigences du code électoral en ce moment, de la nouvelle loi. Il y en a. Quand nous parlons des deux blocs qui se combattent, attention. Qui soutiennent tous le chef de l'État, donc dans un pays. Qui soutiennent tous le chef de l'État. Oui, parce que vous savez. Ils sont les seuls aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tout le monde
veut encenser le premier magistrat. Ils veulent toujours le caresser dans le sens du poil. Est-ce que pour autant tous l'aiment? Surtout avec la réforme actuelle. Tous ne l'aiment pas. Vous voulez dire que le président a des faux soutiens autour de lui? Il y en a. Il y a de faux soutiens. Et je demande même au chef de l'État, par rapport à cette interview, de faire attention. De faire attention. Parce que tous se disent, oui, c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le ceci. Mais ils ne sont pas tous de cœur, véritablement. Est-ce que vous avez des preuves, même des éléments de langage qui vous permettent d'affirmer qu'ils ne sont pas de cœur avec lui? Et vous pensez que, même le bon Dieu, vous pensez que tous ceux qui étaient autour de Jésus, les 12 apôtres, vous pensez que les 12 apôtres, tous étaient de cœur avec Jésus? Mais non, messieurs les journalistes. Mais il doit toujours avoir des gens qui sont là, malgré eux, attendant qu'ils aient un mieux-être. Parce que tous ne sont pas logés. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Le président a besoin d'eux aujourd'hui, qu'il soit à faux soutien ou pas, surtout que, c'est vrai, il ne l'a pas encore dit, mais il semble être dans la logique d'un second mandat. Il a forcément besoin de ces soutiens-là, qu'ils soient faux ou pas. Oui, mais lui, il a besoin d'eux. Mais je vous dis qu'il y en a qui sont avec lui, qui ont d'autres calculs. Mais écoutez, je suis d'un âge certain et d'une expérience certaine. Je sais. Mais vous pensez que tous ceux qui sont là aujourd'hui... Mais écoutez, les députés là, mais au temps de l'autre régime, je parle du régime, au temps de l'autre régime, mais ils avaient toutes les largesses. Comment? Mais écoutez, avant pour voter les lois, c'est un secret de polichinelle que de ne pas le dire. Avant pour voter des lois. Mais l'autre régime était obligé de leur envoyer de quoi leur graisser la patte. Aujourd'hui, rien ne prouve que ça ne continue pas. Non, ça ne continue pas. Comment vous en êtes sûr? J'en suis sûr parce que j'entends des gens parler. Mais écoutez, je suis aussi quelqu'un dans le pays. Je suis quelqu'un dans le pays. J'ai aussi mes cercles que je fréquente. Vous trouvez-vous normal qu'on parle du parrainage et que ce soit seulement les élus de la mouvance qui détiennent les parrains et que dans un pays démocratique, que l'opposition soit obligée d'aller quémander un parrainage? Nous avons raison de raisonner comme ça, mais nous avons aussi tort. Parce que quoi? Vous savez, moi je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la situation est comme ça? C'est parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas se mettre en règle par rapport aux nouvelles lois de la République. Ils ont été bloqués au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le nouveau code. Ni vous aussi. Mais c'est bien les députés. Mais en son temps, l'opposition a quand même montré son désaccord. Pas tous. Parce que quand ils ont fait les lois, et qu'il y avait des lois querellées, certains articles querellés, mais ils ont organisé une rencontre entre les partis politiques, toutes tendances confondues, et la société civile. Nous étions tous là. Et nous nous sommes entendus sur un certain nombre de points. Et les rapports sont là. Et lorsque ils ont fini de se rencontrer entre eux, en tant que parti politique animant la vie politique, mais ils se sont entendus. Ils se sont entendus. Maintenant, mes chers amis, vous savez, certains ont pensé que leur façon d'agir sur les tests et qu'on peut prendre les tests sans jamais les mettre en application
et que leur lobby marchait, ils pensaient que ça allait marcher encore maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de lois dans ce pays qui n'ont jamais été mises en application. Ou quand on les met en application, il y en a qui les bloquent. Et c'est ça que j'appelle le laxisme. On ne veut pas mettre en application les lois que nous nous sommes données. Et ça, je l'avais tout le temps dénoncé avant, pour dire, mais nous payons des centaines de millions à des députés qui prennent des lois, mais que ces lois-là peinent à être mises en application. Les gens pensaient que ça allait se passer encore comme ça. Quand le régime de la rupture a dit non, si nous prenons des lois et que le premier responsable, le premier magistrat du pays les promulgue, mais il faudrait que ça soit mis en application. Donc c'était avec cru que... Vous ne trouvez pas un peu bizarre que ce soit seulement les partis politiques de la mouvance qui arrivent à se mettre véritablement au pas, et les autres, ils ont essayé, mais on a vu le résultat. Comment se fait-il que ce soit seulement l'opposition qui se trouve bloquée dans cette histoire-là? Bon, ça, je ne peux pas le savoir, parce que je ne suis pas celui qui fait partie de ceux qui ont évalué la mise en œuvre ou bien les documents que chaque parti a déposé. Mais ce qui est sûr, on a trouvé que il y en a qui ne voulaient pas du tout des nouvelles lois. Mais vous savez que cette exclusion a conduit à des morts pour les législatives. Écoutez, laissez tomber les questions de mort. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le compte de la présidentielle, est-ce qu'il faut revoir la question du parrainage pour des élections inclusives pour la paix, ou il faut foncer comme on l'a fait en 2019? Même avec cette affaire de parrainage, nous aurons la paix si nous cultivons chacun en nous la paix. Pendant que la paix, c'est un comportement. Pendant qu'une partie de la classe politique n'est pas sûre de participer à cette élection. Et je vous dis, la paix, c'est un comportement. Et nous devons tous nous inviter à avoir ce comportement de la paix. Parce que le contraire de la paix n'épargnera personne. Si ce n'est pas nous-mêmes qui sont exclus, il n'y a pas eu d'exclusion. Des gens n'ont pas voulu respecter les nouvelles lois. On a vu les partis politiques de l'opposition, ils ont soumis leur dossier pour obtenir leur récépissé. La belle preuve actuellement. Est-ce que le récépissé du parti des démocrates est toujours en souffrance, par exemple, ministère de l'Intérieur? Je ne me suis pas renseigné pour savoir ce qui les bloque toujours. Le président a promis. Ils ne se sont pas rapprochés de moi, par exemple, en tant qu'organisation de la société civile, pour me faire part de leurs difficultés. Pour que nous, même dans l'informel, que nous puissions interpeller les autorités à la charge de leur donner leur récépissé. Oui, puisqu'ils peuvent se... Mais s'ils nous marginalisent et qu'ils trouvent que nous n'avons aucun rôle à jouer, mais on ne va pas s'immiscer là-dedans. Parce que même en tant qu'organisation de la société civile, si quelque parti a des difficultés, ils peuvent venir vers nous. Peut-être qu'ils vous trouvent un peu plus trop proche du pouvoir, peut-être. Et non, ils n'ont pas à me donner cette image-là. Ils ont à venir d'abord, et c'est quand ils seront venus et qu'ils auront posé leurs problèmes et que je n'aurai pas réagi en ce temps-là, ils ont toute la latitude de dire voilà, parce que ceci. Je m'avais vous dire, les bonnes dames qui ont marché la dernière fois, moi, j'ai appris que des dames doivent marcher. Je ne les ai même pas vues en image. Je n'ai pas regardé la télé. Je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu sur les médias. J'ai lu dans les journaux qu'il n'y avait pas eu de heurts. Rien du tout. Mais, à mon grand étonnement, ces bonnes dames-là, elles viennent de m'écrire pour me dire qu'elles voudraient venir me voir, pour me faire part de leurs préoccupations. Mais j'ai demandé à ma secrétaire de les appeler et de leur dire que je suis prêt à les recevoir le lundi. Mais malheureusement,
Ma secrétaire m'a rendu compte pour me dire, ah, président, la dame qui est signataire, quand je l'ai appelée, elle me dit que les autres membres sont dans le septentrion. Ils sont au nord. Et qu'il faut que je reporte le rendez-vous. Bon, moi, le temps que j'ai trouvé pour les recevoir, pour les écouter, pour que nous puissions échanger, ils ont refusé. Mais on est vers la fin d'année. Moi, je suis très chargé. Mais d'autres organisations de la société civile qui vraiment sont au-devant de la scène ne partagent pas votre opinion. Mais c'est normal, non? C'est normal, non? Écoutez. Pourquoi Écoutez. Vous êtes pratiquement le seul. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Même si nous sommes ensemble et que nous sommes dans un même creuset et que nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de points dans les questions de la société, mais il y a d'autres questions sur lesquelles les opinions seront divergentes. C'est normal. Même un jumeau, même des jumeaux, mais ils ne s'entendent pas, non? Pourquoi vous voulez que moi, je me mette directement à penser ce que vous pensez, ce que lui pensait? Et quelle sera alors moi ma personnalité dans ça? Vous n'êtes pas gêné d'être le seul dans cette cavalier. En quoi je vais être gêné? Mais je ne suis pas gêné, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Oui, c'est à cœur ouvert, hein? Je vous dis la vérité. Parce que vous savez, je vais vous dire d'ailleurs que tout ce que nous faisons dans ce monde-là, pendant que nous sommes vivants là, mais ça va retourner contre nous après. Oui, le bienfait Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas gêné. à ses revers. Ce que vous faites de mal aussi à ses revers. Vous savez pourquoi je ne suis pas gêné? Non. Pendant plus de 2 décennies, dans le cadre de la lutte contre la corruption, j'ai toujours crié. Et ça, vous tous, vous le savez. Et ceux qui nous écoutent le savent. J'ai toujours crié. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. J'ai fait des dénonciations. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Les gens ont même dit, mais celui-là, mais il va mourir pauvre. Lui qui parle tout le temps de la corruption, il va mourir pauvre. Est-ce qu'il a même une femme? Est-ce qu'il a même des enfants? Mais s'il ne pense pas à lui-même, est-ce qu'il pense au moins à ses enfants? Tout ça pour me dissuader dans mon comportement. Mais j'ai persisté. Et on dit, oh, le chien aboie, la caravane passe. Mais celui-là, ne l'écoutez pas. Mais j'ai continué. Jusqu'à ce que ça a failli me faire perdre ma vie le 9 décembre 2013. N'oubliez pas ça. C'est ça qui vous a donc qui fait que vous... Non, j'ai persisté. J'ai persisté. J'ai encore des chevrotines dans le corps. J'ai 2 chevrotines dans le corps. Une chevrotine ici. Si vous touchez tout de suite, vous allez constater. Et j'ai l'autre chevrotine dans le cou qui se repose sur le nerf qu'on appelle le nerf qui envoie le sang vers le cerveau et le cœur, la carotide. C'est ce que m'ont dit mes médecins à Paris. Mais le nouveau régime arrive. J'ai eu l'occasion d'être invité. Je vous parle à cœur ouvert. J'ai eu l'occasion d'être invité à la cérémonie de prestation du président qui a remporté les élections en 2016. Le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon. Et il a dit, le jour-là, que toutes les ONG qui luttent contre la corruption et qui n'ont jamais eu satisfaction, que lui, il fera en sorte que ces ONG-là ne puissent plus s'époumoner négativement et qu'ils auront leurs résultats parce que lui,
il s'engage maintenant dans la lutte contre la corruption. Alors, 2 semaines après, j'ai donné une conférence de presse au centre de promotion artisanale pour dire, hé, monsieur le nouveau venu président de la République, vous avez fait une promesse contre la lutte contre une promesse pour la lutte contre la corruption. Nous vous aurons à l'œil. 4 ans, plus de 4 ans après, est-ce que vous êtes satisfait? Nous vous aurons à l'œil. Et que il y a eu des factures fictives qui l'attendent. Et que nous voudrions qu'il fasse correctement des audits avant de commencer par prendre l'argent public pour payer ceux-là. Qui pour certains n'ont pas donné satisfaction mais ont déposé des factures. Mais nous avons constaté que notre voix a été entendue. Et ce que nous avons proposé a été mis en œuvre. Et depuis le temps du président Kérékou, j'ai toujours fait le plaidoyer selon lequel, compte tenu du fait que les dossiers, on nous dit, les dossiers de corruption que le FONAC et Alcré envoient au niveau des tribunaux sont toujours farfouillés dans les grands dossiers au niveau des juridictions. Et nous avons toujours proposé que le gouvernement prenne 3 ou 5 magistrats pour mettre une institution spécialisée dans la lutte contre la corruption en place pour que cette institution de 3 ou de 5 magistrats ne règle que les problèmes des dossiers de la lutte contre la corruption. On n'a jamais eu d'oreille pour nous. Mais le nouveau régime est arrivé et nous a donné satisfaction. Et vous ne trouvez pas que nous devons... Vous parlez de la criette qui... Je parle de la criette et vous ne trouvez pas que nous devons en être heureux? Est-ce que finalement vous êtes un soutien du gouvernement? Je ne suis pas un soutien du gouvernement, mais ce n'est pas parce que je suis société civile que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Si vous êtes arrivé d'échanger avec Patrice Talon, tête à tête par rapport à ces dossiers. Non. Je n'ai jamais échangé avec le président Patrice Talon, mais mon éducation m'oblige à regarder les choses et à faire des comparaisons. Des fois, on dit, il y a un adage qui dit, comparaison n'est pas raison. Je dis non. Certains disent que il arrive des fois, il arrive des fois que nous avons des raisons de faire des comparaisons. Moi, je compare. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, je compare ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'était passé hier. Et personne ne peut m'enlever ça de la tête. Mais j'ai fait la marche verte avec l'ancien régime. En plein midi. Vous vous rendez compte? On veut faire une marche contre la corruption. Et nous qui en sommes les acteurs principaux de cette lutte-là, qui sommes tout le temps critiqués par les corrompus, qui nous en veulent, qui nous injurient, qui nous traitent de tous les mots d'oiseaux, et qui disent que le chien aboie, la caravane passe, et qui dit que nous allons mourir pauvres, parce que nous ne comprenons rien du système. Vous pensez que quand ça se passe comme ça se passe aujourd'hui, et que nous trouvons quand même que ce que nous prenons a commencé par être mis en œuvre, nous n'allons pas accompagner. Les mêmes sont aux affaires aujourd'hui. Les mêmes députés sont toujours soutenus de l'État. Plusieurs des anciens ministres qui sont toujours au gouvernement. Je profite. Donc, on a pris les mêmes pour recommencer. Je profite pour dire à tous ceux-là, il est bien vrai. On n'ira pas importer des Gabonais, des Centrafricains, des Nigériens. Oui, mais les mêmes qui ont fait avec l'IAI se retrouvent au même temps, même aujourd'hui avec Patrice Talon. Oui. Qu'est-ce qu'il a payé? Ne vous en faites pas. Au moins aujourd'hui, ce qui se passait hier a été atténué. Ce qui se passait hier a été atténué. Et vous vous contentez de ça? Ne croyez... Je m'en contente. Même, je vais vous dire, la réforme du système partisan. Ouais. Mais c'est une réforme qui va droit avec les exigences d'Alcré. Ça lutte contre le régionalisme.
ça lutte contre l'ethnocentrisme, ça lutte contre la corruption. Ces 3 éléments-là que prône Alcré, lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme régional, droits de l'homme, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, éducation civique et morale. Mais nous nous retrouvons là-dedans. Le droit de l'homme, le Bénin n'est pas aujourd'hui cité en exemple, parce qu'il y a plusieurs rapports qui montrent quand même qui sont défavorables au pays. Est-ce que vous êtes toujours si fiers quand vous parlez de droit de l'homme en tant qu'organisation de la société civile? Est-ce que nous avons été si fiers au temps de l'ancien régime? Mais vous vous êtes battu pour que ça... Est-ce que nous n'avons pas reproché des choses aussi à l'ancien régime? Mais ces rapports n'étaient pas aussi accablants qu'aujourd'hui en matière d'état de droit et de liberté. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez eu le rapport de la Commission mondiale des droits de l'homme, le Bénin qui a été retiré de la liste des pays suivis par l'OFRA. Vous avez donc suivi les récriminations également de l'Amnesty International. Donc plusieurs de nombreuses éléments. décisions de la Cour africaine. Ils sont dans leur rôle. Ils sont absolument dans leur rôle. Je ne leur en veux pas. Ils sont dans leur rôle. Et je demande à ceux qui nous gèrent si réellement ces rapports-là, on doit en tenir compte pour changer les choses. Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire. Moi, je suis câblé sur les questions de lutte contre la corruption. Parce que nous ne pouvons pas être un pays pauvre où nous allons commander de l'argent chez les autres qui font de nous ce qu'ils veulent et qu'après ils nous envoient l'argent pour améliorer les conditions de vie des populations et que les dirigeants s'entendent sur notre dos et charcutent cet argent et se le distribuent. Et que c'est eux qui ont le vent en poupe avec leur petite famille, avec leurs amis, leurs copains et leurs coquins. On ne peut pas l'admettre. On dit aujourd'hui également du régime que la lutte est célestive en matière de lutte contre la corruption. D'accord, mais j'ai souvent dit, et je vous le dis aujourd'hui ici, je vous le répète, Patrice Talon ne fera pas 20 ans au pouvoir. Patrice Talon ne fera pas 40 ans au pouvoir. Si Patrice Talon fait trop, il fera 10 ans. Et après 10 ans, mais d'autres viendront et vont chercher aussi à voir comment ils ont géré. Mais pour la bonne foi, est-ce qu'il n'est pas de bon ton qu'il tape aussi dans son camp? Il a parlé du scandale de Maria Greta dans sa tournée récemment. Oui. Il a parlé de plusieurs milliards injectés qui n'a pas permis même d'allumer une seule lampe. Mais pendant qu'il le dit, dans son camp, dans son gouvernement, il y a des gens qui ont participé à ce scandale. Pourquoi vous êtes pressés? Nous sommes à la fin du mandat. On est à quelques mois de la fin du mandat. Pourquoi c'est à la fin du mandat que subitement... Ne soyez pas pressés. Chaque chose viendra en son temps. Mais comment on peut prétendre lutter contre la corruption et dans le même temps avoir autour de soi des gens qui sont cités dans des affaires de corruption? Des gens qui étaient là pendant que ces corruptions ont eu lieu. D'accord? D'accord. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais vous savez qu'il y avait eu un chef de gouvernement. Est-ce que vous savez les ordres que ce chef de gouvernement a donné à ceux-là? Mais après, il faut que ceux-là aillent s'expliquer devant la justice. Et ça, le président de la République a... Après, si vous n'avez rien fait du tout, pourquoi vous revenez sur la question? Ça va venir. The change gonna come. Alors, le change gonna come. C'est moi qui vous le dis. Ne soyons pas pressés. Moi, j'ai tellement espoir. Hein. Oh, mais moi, j'attends des choses. Vous savez que Patrice Talon n'a pas 20 ans, comme vous le disiez tantôt. Si vous avez, jusqu'à quand on va espérer finalement avoir certains résultats. Mais nous allons parler de la Cour des comptes. Est-ce que nous n'avons pas le droit d'avoir de l'espoir? Moi, j'ai eu de l'espoir pendant que les gens disaient que, mais ce type-là, c'est un con. Au lieu de se mettre dans le système de l'ancien régime pour pouvoir s'enrichir, il ne connaît rien. Aujourd'hui, je pense que vous êtes dans le système du nouveau régime. Quel système? Moi, j'ai toujours été financé par mes partenaires techniques et financiers par rapport à mon travail. Mais vous trouvez que tout est parfait sous le régime de Patrice Talon? C'est quand même curieux que... Je ne peux pas trouver que tout est parfait, mais je vous parle de ce pourquoi moi je lutte. C'est la lutte contre la corruption. Mais vous semblez mettre cet aspect au-dessus donc de tous les autres aspects. Mais écoutez, c'est un aspect fondamental. Et sur ce point-là, vous n'avez c'est un aspect fondamental et je ne transige pas dessus.
Sur ce point, vous n'avez rien à reprocher. C'est un aspect fondamental. Mais vous vous rendez compte? Nous avons appris la route et Godomé et Godomé Paou ou que non, Godomé Ouida. Vous avez vu l'état de la route quand ils ont fini de nous le livrer? Vous avez vu l'état? C'est le nouveau régime qui a encore cherché des financements pour renforcer la route. Entièrement, il y a eu des réflexions par endroit. Non, écoutez, la route était mal façonnée. Vous avez vu la route Calavi-Abomey? Qu'il vous souvienne que la route Calavi-Abomey, au moment où le nouveau régime est arrivé, on a repris encore la route depuis Saclo jusqu'à un certain niveau. Vous avez oublié ça? Président, vous savez, et cette route, normalement, devait être en double sens. Mais nous n'avons qu'un seul sens. Mais vous avez oublié que l'ancien régime est allé inaugurer près de 6 fois le pont de Romé que nous n'avons jamais eu. Et que c'est après le nouveau régime, le régime actuel. L'État a une continuité, dit-on. Mais moi, je vous parle de ce qui s'était passé de mauvais. L'État a une continuité. Moi, c'est pas là mon problème. Mais je vous dis, dans quoi moi je suis comme lutte, et je vous apporte les preuves de ce pourquoi je lutte. Oui, mais dans cette lutte-là, justement, vous parlez de lutte contre la corruption. Mais sous ce régime, on a retiré la question de la déclaration des biens. Les députés se sont désormais exclus. Et nous avons attendu jusque là, à 5 mois de la fin du mandat. On n'a jamais eu finalement la liste des personnes concernées désormais pour la déclaration de biens. Pourquoi on est encore à ce stade? Oui, vous me posez des questions intelligentes, des questions pertinentes. Mais nous aussi, nous posons ces questions-là. Mais cela ne veut pas signifier que nous avons baissé les bras par rapport à ces choses-là. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous n'avons pas du tout baissé les bras. Un régime qui est ancré dans la lutte contre la corruption, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et je vous dis, c'est-à-dire, quand bien même ces choses-là étaient obligatoires et qu'il y a des assujettis à faire face et à rendre compte de ces questions-là, ce n'était pas appliqué comme cela se devait. Nous l'avions dénoncé. Oui, mais tout au moins, on savait qu'il y en a qui s'y conformaient et on faisait Il y en a qui s'y conformaient. Vous savez ce que les députés ont donné comme argument? Je ne sais pas si vous êtes rapprochés d'eux pour savoir. Parce que moi, je suis allé... Ils ont dit quoi? Je suis allé au plus haut niveau des députés. Mais ils ont dit, mais écoutez... Nous n'avons pas de fonds à gérer. Nous ne gérons pas les fonds de l'État. Nous ne gérons pas les fonds de l'État pour qu'on vienne nous demander de déclarer nos biens. Ce raisonnement vous a convaincu? Ça ne m'a pas convaincu. C'est vrai, ça ne m'a pas convaincu. Pas du tout alors. Mais vous savez, chaque temps, chaque mœurs. Le temps viendra encore. Là encore, vous avez de l'espoir encore. Mais il faut toujours avoir de l'espoir. Monsieur le Président. Oui, il faut toujours avoir de l'espoir. Attention, ceux qui le font aujourd'hui, oui, parce qu'ils ont la carapace et qu'ils peuvent s'imposer à nous et ils ne veulent pas qu'on fouille leur arrière, mais le temps viendra. Ils ne peuvent pas être mouvanciers toute leur vie. On va être mouvancier pour un temps. Vous savez qu'il y en a qui s'arrangent toujours pour être... opposant pour un temps. Il y en a qui s'arrangent toujours pour se retrouver du côté de la... C'est vrai, il y en a qui tout le temps changent leur veste. Mais quand nous, en tant qu'êtres humains, nous n'aurons pas raison d'eux, la nature ne finira pas avoir raison d'eux. Et la Cour des comptes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? La Cour des comptes, vous savez que je suis le chantre de la
constitutionnalisation de la Cour des comptes. Parce que en 2016, j'ai été invité à un colloque sous-régional par rapport au pays de l'UEMOA, à Yaoundé, au Cameroun, où après mes interventions par rapport aux hautes institutions de contrôle des finances publiques dans nos pays, il a été dit que le Bénin et le Mali sont les deux pays qui sont les mauvais élèves de la mise en application de cette haute institution de contrôle des finances publiques. Votre cri de cœur a été entendu. Aujourd'hui, la question elle est institutionnalisée, mais dans la pratique, on ne voit pratiquement rien. Voilà. C'est comme ça que vous descendez par rapport à la question. Mon cri de cœur a été entendu avec mes collègues que j'ai mis autour. Tout à fait. Et où des gens, vos collègues, ou d'autres qui ne sont même pas vos collègues, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, vous avez gain de cause, mais aujourd'hui, on a du mal. Mais vous savez que dans ce pays-là, vous prenez des initiatives. La Cour doit juste rester sur papier. Et des gens qui ne sont même pas capables de faire comme vous découragent en mettant des conneries sur le WhatsApp. C'est pour cela que moi, je n'utilise pas de WhatsApp. Je n'utilise pas de WhatsApp vous avez une aversion pour les critiques? Je n'ai pas d'aversion pour les critiques. Mais je veux que les gens restituent les choses dans la vérité. Moi, je ne suis pas né pour mentir. Je ne suis pas né pour dire des contre-vérités. Je n'ai pas d'aversion pour les critiques. Non, les critiques, ça forme. Mais il faut que ce soit des critiques constructives. Il faut que ce soit des critiques vérifiables. Mais vous êtes un homme public, forcément, il doit forcément avoir des critiques par rapport non, c'est faux, c'est pas aux actions un homme public. Je suis un homme public. J'accepte les critiques, mais je n'accepte pas les critiques mensongères. C'est ça, je vous dis. J'accepte les critiques, mais je n'accepte pas les critiques où on invente des choses sur des gens. Vous ne savez pas? Mais des critiques sont aussi dangereuses que les armes. Les critiques peuvent vous déstabiliser. Par rapport à la Cour des comptes, qu'est-ce qui bloque véritablement voilà, la matérialisation? Ce qui bloque véritablement, nous avons eu la chance d'être entendus. Ça n'a pas été facile parce qu'au moment où je criais, je faisais les conférences de presse pour demander cette affaire avec mes autres collègues, puisque nous nous sommes mis dans une coalition avec moi-même en tête et Alcré. On a dit voilà, Alcré est en train de tracer le chemin pour le président Patrice Talon pour réviser la Constitution. Vous n'avez pas entendu ça? Ils ont dit ça sur vos conneries de WhatsApp là. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, concrètement, on ne voit rien. Là encore, vous avez de l'espoir? Oui, vous ne voyez rien pour le moment. Parce que les choses se mettent en place tout doucement. Ça fait plusieurs Parce mois que vous savez, il nous faut des juges auditeurs. Mais on a été très vite avec la criette pour évacuer certains dossiers. Mais la criette, mais aujourd'hui, pour la Cour des comptes, ça prend autant à la criette, les magistrats qualifiés pour constituer la criette étaient là déjà. Est-ce qu'il ne fallait pas déjà former les auditeurs avant donc de se presser sur la question de la Cour des comptes? Mais écoutez, c'est nous qui avions demandé, et c'est nous qui avions fait le plaidoyer pour qu'on puisse constitutionnaliser déjà. Pour qu'on ne nous... Parce que des années durant, mais le président passé de l'autre régime avait voulu faire ça aussi, mais ces députés en son temps ne le lui ont pas permis. Mais ça n'a pas été facile aussi pour que la question de la Cour des comptes soit constitutionnalisée. Moi, j'ai subi beaucoup d'insultes dans ce dossier. J'aurais pu baisser les bras, mais j'ai résisté, j'ai continué. C'est une victoire à moi. Donc la réponse, la réponse qu'on vous sert aujourd'hui, c'est la formation des auditeurs. Mais écoutez, il faut se rendre à l'évidence. La Cour des comptes,
il faut des magistrats auditeurs. Mais nous avons des quand même des magistrats chambres comptables. Nous avons des chambres administratives de la Cour suprême qui faisaient déjà Ça du travail. Si ceux-là n'avaient pas la compétence requise, pourquoi? Et vous savez comment ça marche là-bas? Au niveau de la chambre des comptes de la Cour suprême? Mais rapprochez-vous de ces gens-là, non? Pour savoir. C'est pas nous qui avons institué. Ne restez pas, nous qui avons ne restez pas à la surface. Ne restez pas à la surface et parlez seulement. Vous ne croyez pas que la Cour des comptes puisse tomber dans les mêmes travers? La Cour des comptes ne tombera pas dans les mêmes travers. Comment vous en êtes sûr? Je vous le garantis. Vous savez, je viens d'apprendre encore, pas plus tard que depuis cette semaine, et le gouvernement veut encore demander à des gens, et il veut faire un concours pour encore engager, recruter, oui, des auditeurs. Engager 100 et quelques magistrats. Mais c'est ceux-là. Mais écoutez, pour mettre en place la Cour des comptes, mais il faut beaucoup de magistrats comptables. Ce n'est pas les juges. Non, ce n'est pas une affaire des juges seuls. C'est une affaire des juges comptables spécialisés. Ceux qui savent lire Au niveau de la Cour suprême, comment ça se faisait? Ils ne savaient pas lire. Est-ce qu'ils n'avaient pas on avait des juges qui ne savaient pas du tout. Est-ce que vous connaissez les difficultés qu'il y a là-bas? Vous avez jamais eu les rapports de la Chambre des comptes. Nous travaillons avec c'est pas nous qui avons institutionnalisé cette cour-là au niveau de la Chambre des comptes. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt reformer la Chambre des comptes au niveau de la Cour suprême au lieu donc de créer la Cour des comptes? Est-ce que finalement ça ne fait pas un doublon? Vous n'êtes pas dans l'économie des choses. Et excusez-moi de dire que vous devez être des journalistes d'investigation sur cette question-là. Vous n'avez pas investigué. Ce que nous disons, je vous demande d'aller investiguer. Oui, est-ce que nous demandons? Ne prenez pas les problèmes sur le plan superficiel. Comme des gens, comme on est en démocratie, tout le monde veut parler de tout. Sans aller se renseigner. Président, vous savez, et tout le monde veut arguer sans savoir ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez le reproche qu'on fait bien souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau, par exemple, en matière de juridiction, même quand on n'a pas créé, on n'a pas encore créé la CRIEC, par exemple, qu'est-ce qui empêchait les magistrats? On n'a pas importé des magistrats, on n'a pas trouvé des magistrats gabonais qu'on a placés au niveau de la CRIEC. On est allé chercher des magistrats au niveau de nos juridictions pour aller à la CRIEC. Qu'est-ce qui empêchait ces magistrats de rendre leurs décisions? Mais de rendre des décisions dès lors qu'ils tombent sur les dossiers. C'est la même chose au niveau de la Chambre des comptes, au niveau de la Cour suprême. Si nous avions eu des magistrats... On dirait que vous ne voulez pas venir. Non, mais c'est quoi? Il va falloir juste les déplacer ces magistrats pour que du jour au lendemain qu'ils... Mais c'est ça qui s'est fait maintenant quand on a mis en place la CRIEC, non? Et c'est ça, c'est ce plaidoyer-là que nous avons fait durant près de 15 ou 20 ans, non? C'est ce que nous avons fait durant près de 15 ou 20 ans. Je vous dis, avant, lorsqu'on envoyait les dossiers de corruption au niveau des juridictions, mais les gens n'en faisaient pas une préoccupation première. C'est vrai que vous en tirez une certaine satisfaction, mais vous savez que les premiers dossiers traités par la CRIEC, c'était des dossiers politiques, purement politiques, et avec des verdicts que vous connaissez. Et donc, ce qui a fait que, même sans doute après... Dossiers politiques qui n'avaient aucune connotation... Oui, évidemment, juridico. C'est vous qui le dites. Vous savez, c'est vous qui le dites. Le constat. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je ne le vois pas comme ça. Vous n'avez pas vu les Parce qu'il semble que vous n'avez pas envie que les choses s'améliorent dans le bon sens, dans le sens qu'il faut pour que nous puissions nous retrouver dans un état correct, où ceux qui abusent des fonds publics soient punis. La Cour des comptes. Vous auriez souhaité que les choses continuent comme auparavant. Non, jamais. Mais bien sûr, la Cour des comptes, quel sera son rôle de façon... Ce que vous dites là,
Mais ça ressemble à ce que je vous dis là. Non, du tout pas présent. Vous savez que la criette, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de mérites, mais je dis que... Bon, maintenant, vous voulez qu'on supprime encore la criette? Non, du tout pas. Du tout mais pas. pourquoi alors? Nous parlons de la Cour des comptes. Et vous dites nous parlons de la Cour des comptes. Est-ce que je n'ai pas vu que... Les premiers dossiers qui ont été soumis. Soumis à l'attention de la criette. Donc, le dossier de ICC aussi est un dossier politique. Non, je ne vous le fais pas dire. Je vous dis simplement, j'ai fait en termes d'observation que nous constatons. Oui. C'est ça de votre Mirador. Non, mais. De votre Mirador. Président, c'est ça que Cosimo essaie de faire observer. Moi, je ne prends pas, je n'épouse pas votre façon de voir. Et vous devez être d'accord avec moi d'avoir ma façon de voir. Tout à fait. Parce que même si nous sommes des bébés siamois, chacun a sa tête et sa cervelle. La criette, il y a eu des rétropédalages. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu forcément à un moment donné des problèmes? Le gouvernement même est revenu sur la loi et tout. Mais c'est une nouvelle institution, c'est normal que les gens puissent... Justement, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. C'est normal que les gens puissent aller très fort et qu'on leur demande de rétrograder. C'est justement ce que nous essayons d'expliquer. Est-ce que ceux qui ont mis en place la criette ont écouté le cri de son des citoyens et qui se sont adaptés? Mais nous devons remercier ça. Ne pas vouloir écouter le cri de son des citoyens et persiste dans le mal, c'est ça qui est le danger. Président, vous suivez actuellement la tournée du chef de l'État. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette tournée? Mais c'est normal que ce que le chef de l'État fait, il devrait le faire depuis. Il est même en retard. Il est en retard. Parce que il a fait des promesses pendant qu'il était Patrice Talon candidat. Mais nous devons être justes en disant que c'est la première fois, en tout cas pour moi. Ça peut ne pas être la même chose pour vous. Mais ce que je vous dis, vous deux qui êtes en face de moi, ou vous deux dont je suis en face, vous n'avez pas les mêmes expériences que moi. Je ne sais pas quand vous avez commencé par vous intéresser aux questions politiques. Je ne sais pas quand vous avez commencé par vous intéresser aux questions de développement. Mais je vous dis que pour moi, déjà en 1972, au temps de la Révolution, je ne sais pas si vous étiez déjà né, moi j'avais déjà 20 ans. J'avais déjà 20 ans, c'est nous qui avions fait la Révolution. Je n'ai pas encore vu, depuis ce temps-là, un candidat qui, au cours de sa campagne, a fait des promesses et a sorti un document sur ces promesses. Le programme d'action du gouvernement. Son programme, son PAG. Et une fois venu au pouvoir, a commencé par mettre en exécution in extenso ce qu'il avait promis. C'est inédit. Mais c'est inédit. Je ne vais pas me mentir. C'est pas parce que vous me posez des questions, c'est pas parce que je parle à des milliers de téléspectateurs ou de web ou d'internautes que je vais me mentir. Écoutez, je vais vous dire, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est spirituel. Lorsque vous, votre frère là, il fait quelque chose de bon, parce que vous n'avez pas des intérêts dans ce qu'il est en train de faire, vous trouvez toujours qu'il n'a rien fait de bon. D'accord? Mais vous-même, vous avez fait des efforts, mais personne ne vous enchantera. Finalement, vous trouvez que... Personne ne vous dira, attendez, ne me marchez pas sur la langue. Personne ne vous félicitera pour ce que vous faites.
Et ça risque de vous décourager. Pareil pour lui aussi. Quand il y a même un adage dans l'une de nos langues vernaculaires que je connais qui dit lorsque même ton ennemi Que retenez-vous de la tournée du Parti est Salon? bien habillé, malgré qu'il soit ton ennemi, il faut l'en féliciter. Donc je vous dis, le candidat Talon qui avait fait des promesses et qui a eu la chance d'être propulsé à la tête de l'État est en train de mettre en exécution ce qu'il a promis. Mais dans ce pays, il y a des gens qui nous ont dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Pourquoi une tournée à la fin Vrai ou faux? Pourquoi une tournée à la fin du mandat? Mais il doit faire la reddition des comptes. Ne pensez-vous Parce pas qu'il s'agit que, d'une pré-campagne? attendez. Quand il a fait campagne, et il a fait des promesses, et que les populations ont acquiescé, on dit, ah bon, il nous a fait des promesses. Ah ok, donc ça signifie que quand il viendra, nous aurons alors beaucoup de changements positivement. Ok, on lui donne la possibilité de venir. Cette possibilité qui lui a été donnée, ça signifie que le peuple l'a envoyé en mission. L'a envoyé en mission sur la base des promesses qu'il a faites. Oui, mais est-ce que c'est à 5 mois de la fin ça du signifie mandat? que, oui, vous êtes journaliste, c'est normal que vous me posez des questions du genre, mais je vous répondrai. Ça signifie que, quand il va à cette mission, bien que ce soit lui-même qui a fait des promesses, et qui n'est pas arrivé à la marina, tout seul, par son propre vouloir, mais il faut qu'il aille rendre compte à ceux qui lui ont donné la possibilité d'être président. Est-ce qu'il est dans une tournée de compte, de reddition de comptes ou dans une tournée de pré-campagne? Prenez-le comme vous voulez. Mais pour moi, c'est normal qu'il aille faire cette reddition-là. Alors, vous semblez dire que Patrice Talon a toutes les promesses qu'il a faites en 2016 et qu'il est en train de les mettre en œuvre ou qu'il les a déjà toutes mises en œuvre, mais sur le terrain lui-même, le discours, on sent... Mais pour la plupart, il n'est pas Dieu. On sent qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être satisfait. Il ne peut pas être satisfait, mes chers amis. Que reprochez-vous alors? Il n'est pas Dieu. Si vous Il n'est pas Dieu. Si vous devez conseiller le président Patrice Talon, Même Dieu, dans sa magnanimité, dans tout son pouvoir, mais il y en a qui le critiquent. en tant qu'observateur de la société civile, Il y en a qui le en tant critiquent. qu'observateur de la société civile, Oui. qu'est-ce que vous pensez qu'il faut corriger après les 4 années de gouvernance de Patrice Talon? Qu'est-ce qu'il y a à corriger, à parfaire sur cette gouvernance? Bon, mais tout le monde parle de social. D'accord? Mais le social dont les gens parlent, c'est le social qui se faisait. Là où on doit prendre un journaliste, on en met 10. Là où on doit prendre quelqu'un, un secrétaire, Vous pensez qu'il y a des choses à parfaire en met en matière sociale, c'est ça? attendez, on en met 5. Là où on doit prendre un élément pour faire un travail, on en met une pléthore. Pour dire, voilà, c'est le social, il faut donner du travail à tout le monde. Écoutez, moi je ne gère pas Alcrel comme ça. Je ne gère pas Alcrel comme ça. Et on met les gens là, on ne budgétise même pas leur salaire, on les laisse en déperdition et les citoyens demandeurs de services de ces sociétés ou de cette administration
deviennent la proie facile de ceux-là parce qu'ils sont obligés de rançonner les gens. Est-ce que c'est normal ça? On dit oui, à l'ONAV, il y a eu des gens, on a renvoyé des gens, on a fait ci, on a fait ça. Mais vous pensez que il faut... Vous voulez dire que tout est parfait sur Patrice Talon. Vous qui travaillez ici là. Vous qui travaillez ici là. Mais le promoteur doit avoir raison gardée pour pouvoir gérer vos salaires. Sans quoi vous allez encore lui créer des problèmes. Donc tout est parfait sous le régime Patrice Talon. Tout ne peut jamais être parfait, mais il y a du mieux. Oui, mais dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez... Tout ne peut jamais être parfait, mais il y a du mieux. Dites-nous ce qu'on peut corriger. Patrice Talon est un être humain. Lui-même, il se débrouille. Mais pour moi, par rapport à ce que j'ai vu des décennies durant, avant son avènement au pouvoir, je trouve qu'il fait mieux que d'autres. Donc du coup, vous fermez les yeux sur les tâches noires de la gestion? Écoutez, quelles tâches noires vous connaissez? Donc finalement, tout est rose selon vous? Je vous ai dit que tout ne peut pas être rose. Alors qu'est-ce que vous trouvez de noir? Je ne veux pas vous parler de ce qui est noir, mais moi je veux parler de ce qui se fait bien pour qu'il puisse avoir le courage de continuer. Écoutez, vous voulez qu'il continue? Écoutez. Au-delà des 5 ans? Mais s'il pose sa candidature et que les populations sont d'accord avec lui, c'est pas moi seul qui va décider. Vous estimez qu'il mérite un second mandat? De ça, moi je vous le dis franchement. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, je vous dis franchement qu'il mérite un second mandat. Oui, il le mérite. Pourquoi? Par rapport à ce que je vois, par rapport à l'œuvre, aux actes que le monsieur a posés. Regardez. Est-ce que vous avez fait un peu la statistique des dernières 10 ans, avant l'avènement du nouveau départ? Du nouveau... de la rupture. De la rupture. Et puis il y avait un nouveau départ aussi dans l'autre. Non, on a parlé de changement, on a parlé de refondation. Ah, on n'a pas parlé de nouveau départ. Non, nouveau départ, c'est avec le président. C'est maintenant qu'on a parlé de nouveau départ. Ah, vous voyez que ma mémoire aussi, j'ai un peu de... Vous êtes invieillissable, donc. Oui, je sais. Mais il peut toujours avoir de petites erreurs. D'accord. Du nouveau départ et de la rupture. Oui. D'accord? Hein? Combien de ministres on a changé depuis 5 ans? Oui, mais c'est un style de gouvernance qu'il a peut-être changé. Ah, j'adore ce style de gouvernance. Et donc, ça veut dire que... J'adore ce style de gouvernance. Même quand les ministres font mal, on ferme les yeux, on laisse passer. Quel est le ministre qui a fait mal et vous êtes au courant, vous l'avez dénoncé et on n'a pas pris ça en compte? Non, je pose une question pour savoir que est-ce qu'il faut, même quand ça ne va pas... Je ne suis pas là pour noter les ministres. Donc vous avez dit qu'ailleurs, avant, sous le régime, on changeait régulièrement. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, même quand ça ne va pas, on maintient parce que... Écoutez, si lui n'a pas changé, ça signifie que ces ministres lui donnent satisfaction. C'est lui qui juge ces ministres, c'est lui qui les a nommés. Mais c'est le peuple qui juge. Non, lui d'abord. En dernier ressort, le peuple doit pouvoir. Lui d'abord. Ne nous l'airons pas. Ne nous mettons pas à la place pour chercher à jouer le rôle qui n'est pas le nôtre. C'est lui qui connaît ses ministres. C'est lui qui les a nommés. C'est lui qui sait pourquoi il les a nommés. C'est lui qui les maintient. C'est lui qui sait pourquoi il les maintient. Parce que pour être ministre là, mais nous avons vu des ministres de 6 mois. Nous avons vu des ministres d'1 an. Mais dites-moi, monsieur le journaliste, messieurs les journalistes, vous qui êtes ici maintenant, vous avez déjà fait un certain nombre de temps ici. Que le promoteur demain amène des culs-d'âme pour vous remplacer. Alors qu'ils n'ont pas votre expérience. Au lieu de les amener et de rester à côté de vous pour apprendre de vous, pour que vous puissiez les fomenter, on vous enlève, on les amène par exemple pour diriger le débat que vous animez en m'époumonnant
comme vous le faites. Non, mais tout pas. On vous pose simplement des questions. En me poubonnant, comme vous le faites là. Vous pensez que je suis Dieu et que je dois avoir réponse à tout et que je dois comprendre tout ce qui se passe. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous êtes un observateur averti. Mon expérience ne fait pas de moi un Dieu. Mon expérience ne fait pas de moi un Dieu ni un génie. Vous comprenez? Donc, regardez. En 10 ans de gouvernance, mais j'ai vu l'ancien régime, on a fait les statistiques, plus de 100 et quelques ministres. Vous savez pourquoi? Vous ne le savez pas? Non, dites-nous. Je vais vous dire. C'est parce qu'il y avait une multiplicité de partis politiques. Ce n'était pas la faute à Yahi. Le changement des ministres là. Mais ce n'était pas la faute aux responsables de l'ancien gouvernement. Aux responsables de l'ancien régime. Moi, je parle en termes de régime. En termes de régime. Ce n'est pas sa faute. Les gens faisaient pression. Parce qu'on lui dit, si vous ne nommez pas notre gars, nous avons la suprématie sur telle zone. Mais c'était des marchandages. Et lorsque vous n'êtes pas fort d'esprit, mais vous succombez à ces marchandages-là. Patrice Talon était également, il a aussi été l'un des soutiens fermes du régime de Boni Yahi. Donc il y a eu sans doute... Je n'ai jamais eu le nom de Patrice Talon dans un... Pas ministre, mais au niveau d'un ministère. Non, pas lui-même, mais on a souvent vous l'avez vu dans l'ombre. Enfin, il a dit lui-même, je n'ai pas cette force-là. La télécommande je n'ai pas cette force-là. La télécommande de Paris, vous connaissez cette histoire. La télécommande de Paris. La télécommande de Paris. Vous en savez quelque chose. Est-ce que si on vous demande de venir répondre et d'apporter les preuves de ce que... Donc vous n'avez pas suivi ces déclarations, vous n'avez pas suivi ces expressions par rapport... au soutien de Patrice Talon au régime Boni Yahi. Qu'est-ce qu'il avait par rapport au contrat Bénin Contrôle et tout ce qui... Tout le reste, la révision de la Constitution. Sodeco et tout ça. Vous n'avez pas vu quand même, en tout moment, Patrice Talon était opérateur économique. Nous parlons de soutien pour dire que, est-ce que, également, à l'époque, il n'y avait pas aussi un certain soutien, une certaine pression également sur le régime de Boni Yahi. Si Yahi Boni s'est laissé chambrer par un citoyen, parce que le citoyen l'aurait aidé à avoir le pouvoir, mais c'est son problème, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui doit faire le bilan. Vous m'avez jamais entendu, moi, au temps de l'autre régime, parler de quelqu'un qui a la télécommande depuis je ne sais où? Non, je ne parle que des choses vérifiables, des choses pour lesquelles je peux apporter les preuves. Moi, je n'ai pas la preuve. Alors, est-ce que vous serez... Donc, ça n'engage que vous. Vous serez prêt à battre officiellement campagne pour Patrice Talon s'il décide d'avoir un second mandat? Au nom de quoi? J'ai droit de voter. Et le vote est secret. Mais vous venez de dire publiquement qu'il mérite un second mandat. Mais je dis si le peuple lui donne un second mandat. J'ai dit... Mais est-ce qu'il mérite ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il mérite ou pas? Hein? Parce que... Au vu de ce qu'il a fait, oui. Ok, je vous dis franchement, comme c'est ça que vous me collez, je vais le dire, au vu de ce qu'il a fait en 5 ans, il mérite un second mandat pour poursuivre. Je l'ai dit et je tape ma poitrine pour le dire. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire en blanc d'avoir le second mandat. Mais je souhaite qu'il ait un second mandat pour pouvoir poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. Et pourquoi pas? Moi, j'aime du beau. J'aime du beau. Je veux voir notre pays se développer. Pour ce second mandat, si vous avez un message à lancer aux élus qui sont censés parrainer toutes les candidatures, vous devez leur dire quoi? Il faut qu'il y ait d'ouverture. Il faut qu'il y ait d'ouverture. Parce que vous savez, au premier chef, au premier chef, pour qui on avait la crainte, c'était pour les opposants. Les opposants officiels.
Vous pensez qu'il y a des opposants non officiels? Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas encore leur récépissé sont des opposants, mais pas des opposants officiels. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de se récépissé pour s'opposer au régime. Les nouvelles lois exigent ça. Qui vous voyez dans Nous n'allons pas continuer dans la pagaille. Nous avons trop pagaillé dans le pays, mes chers amis. Mais vous souhaitez... Vous êtes comme mes enfants. Vous souhaitez une ouverture Vous êtes du des parrainage. journalistes, certes, mais vous êtes comme mes enfants. Et j'ai le droit de vous dire ce que je pense. J'ai le droit de vous dire la vérité. Une ouverture du parrainage juste pour les Et opposants votre officiels. vérité reste aussi votre vérité. Bien entendu. Mais moi, ma vérité reste aussi ma vérité. Ma vérité reste ma vérité. Président Et vous Alcret, ne pourrez pas Président me Alcret, changer. vous pensez juste Et que- chacun, vous savez chacun comment vous avez été éduqué. Moi, j'ai été éduqué pour dire les choses telles que je les pense. Et c'est une question de conscience. vous pensez donc que... Et c'est moi qui serai puni par la nature si je fais des choses contraires à cette nature-là. Donc le parrainage doit être ouvert juste aux opposants officiels. Le parrainage doit être ouvert jusqu'aux opposants officiels. Et je peux aller mieux pour dire, tous ceux qui se sentiraient capables, il faudrait qu'on puisse leur donner la possibilité d'aller se vendre aussi. D'aller se vendre aussi. S'ils ont les moyens financiers, bon, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne la possibilité d'aller aussi payer les 50 millions et de trouver les moyens de faire la campagne et d'injecter des milliards. Mais ça va profiter aux populations. Ah, maintenant, il est interdit de faire la campagne corruptible. Oui, mais vous savez que pour les élections, bon, ce qui est interdit est là, mais La réalité, c'est souvent autre chose. D'accord. Mais même vous, si vous avez les moyens, moi si j'ai les moyens, mais je ne les ai pas, mais même si moi je les ai, je ne vais pas aller tenter ça. Je vais préférer faire l'économie là, hein, pour me le couler douce pendant mes vieux jours. Président Martin, Vous me comprenez? tout à fait. Ah oui, Nous oui. allons- Moi, mon âge, on a dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui monte sur la cime d'un arbre. Le vieux est sous l'arbre, le jeune monte sur le même arbre, mais le vieux voit plus loin. Moi, je ne vais jamais m'aventurer, mais je n'ai même pas les moyens. Je n'ai même pas les moyens. Donc, je ne me gêne pas. Mais ceux qui trouvent qu'ils ont les moyens et qu'ils ont la capacité d'y aller, je veux qu'on leur donne la possibilité. Mais il ne faudrait pas aussi que nous allions aux élections avec une pléthore de candidatures. Vous savez, quand il y a pléthore de candidatures, ce que vous oubliez aussi, et que beaucoup ne savent pas, quand il y a pléthore de candidatures, mais ça fait saigner le trésor public aussi. Parce que plus il y a des candidats, plus le gouvernement doit sortir de l'argent pour organiser les Oui, mais élections. ces candidats payent également des cautions. Ils payent combien? Vous avez parlé de Vous 50, avez parlé de 50 50 millions. 50 millions. par candidature. Mais vous savez combien on met pour les élections? C'est des milliards, je suis d'accord. Mais, Alors? mais il y a la contribution quand même des candidats. Et puis c'est une dépense de souveraineté. Dépend de souveraineté. Mais c'est de ta poche. C'est de sa poche. C'est de ma poche. C'est ça que vous devez savoir. Et désormais, l'État finance les partis politiques. Désormais, Et donc, oui, tout ça, c'est pour mieux gérer les flux financiers au niveau des partis politiques. Mais donc on peut augmenter. Attends, on peut augmenter. attends, chef, attendez. Il y a la loi qui dit combien chaque candidat devra dépenser pour sa campagne électorale. Mais les nôtres ne respectent jamais ça. Moi, j'ai toujours couru derrière la cour la Chambre des comptes De la Cour suprême. de la Cour suprême pour savoir les candidats là, est-ce qu'ils rentrent? Normalement, chaque candidat doit pouvoir faire un budget prévisionnel pour sa campagne. Aller soumettre ce budget-là à la Chambre des comptes de la Cour suprême avant de démarrer les activités. Ils ne l'ont jamais fait.
D'accord? Ils n'ont jamais fait. Et personne ne les a jamais punis. Maintenant, deux yeux. Il est question que après les élections, que vous soyez gagnant ou perdant, vous devez aller faire la reddition de comptes à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais certains le font, mais de manière biaisée, de manière fausse. Ils ne disent jamais la vérité. Et quand vous essayez de les confondre, et que vous leur dites, mais vous avez fait telle chose à tel moment, à tel... Ils disent non, que c'est des amis qui ont fait ça en leur nom. Et que non, nous ne sommes pas sérieux. Nous devons revenir sur terre. Nous devons être sérieux. Vous avez vu, dans les pays auxquels nous voulons rassembler, ou les pays où nous disons que c'est notre que nous prenons en exemple. C'est notre mère patrie que nous prenons en exemple. Mais les choses sont réglementées là-bas. Pourquoi les autres là-bas sont dans les bonnes idées, les bonnes lignes, et que nous ici, on veut faire autrement? On veut faire ça toujours de manière floue. Et on ne veut même pas qu'on punisse cela. Monsieur, vous êtes jeune. Même dans votre foyer, si avec votre femme, si avec votre fiancé, je ne sais pas si vous êtes encore marié, si avec votre fiancé. Nos épouses. Attendez d'abord, je vais en crescendo. Vous êtes dans notre chambre. Nous parlons de nos épouses. Ok. Si avec votre... Vous avez des épouses ou bien vous avez une épouse? Une épouse. Oh, voilà. Comme ça, Okay. deux. Ok. Si avec chacun vous concernant, vous n'avez pas une rigueur pour gérer votre foyer, vous n'irez jamais de l'avant. Vous n'irez jamais de l'avant. C'est moi qui vous le dis. Parce que déjà, vous serez avec votre épouse en attendant que vous ayez un enfant, parce que la façon de gérer son foyer quand on a un enfant diffère de la façon de le gérer quand on aura 2, 3 ou 4. Mais c'était de la responsabilité de la Chambre des comptes de la Cour suprême de contrôler, de faire le contrôle a posteriori. Eh mais dans ce pays-là, vous revenez sur ça. Quand moi je glosais, j'insistais que les choses soient dans les normes, qu'on fasse la lutte et que les gens rendent compte. Vous savez ce que les gens disaient? Mais qui va moraliser qui? Apparemment, vous vous gardez véritablement en mémoire ces critiques. Mais écoutez, c'est ça que j'ai fait tout le temps, non? Depuis 26 ans. Non? Oui. On dit qui va moraliser qui? Président, nous allons qui va punir qui? Nous allons à présent aborder la deuxième On partie. dit, mais le chien à bois, moi j'étais traité comme un chien. Le chien à bois, la caravane passe. Président, nous allons à présent aborder la deuxième partie de cette émission que Arnaud va diriger. J'ai du plaisir à vous parler parce que je vous parle franchement. Je vous parle franchement. À cœur ouvert. Je crois que les internautes aussi ont du plaisir à vous suivre. Je pense bien. Bon, il y en a qui me critiqueront, mais ce n'est pas un problème. Ils ont le droit de me critiquer. Tout à fait, Mais moi, j'ai du plaisir à dire ce que j'ai dit, à dire tout ce que je dis, parce que c'est ma vérité. Alors, et ma vérité peut ne pas être la vérité de tout le monde. Alors, président Martin Vieux-Touré Assogba, oui. Les internautes, les Béninois, de façon générale, aimeraient quand même vous connaître, au-delà de la vie publique. Qu'est-ce qu'on peut dire à savoir à côté de famille sur Martin Vieux-Touré Assogba? Je m'appelle Martin Vieux-Touré Assogba et je suis né le 30 janvier 1952 et je suis marié et père d'enfants, filles et garçons. Et je suis... Moi, je n'ai jamais frappé mes enfants. Je ne les frappe pas. Comment vous y allez alors? Ah, voilà, je les punis. Je les punis. Je les punis. Quand tu désobéis, ou quand tu fais mal quelque chose, c'est que tu n'as plus le droit au plaisir. Tu n'as plus le droit d'aller à la plage. On coupe les petits déjeuners? Oh non, non. On ne peut pas mettre les enfants en jeûne. Jamais. Là, tu lui recommandes autre chose. Cette stratégie, vous pensez que ça a marché? Comment? Mes enfants sont très respectueux. Ceux qui sont même en France, j'en ai en Belgique, j'en ai à Paris.
j'en ai ici, très respectueux. Très respectueux. Même mon chauffeur, ils appellent mon chauffeur grand frère. Oui. Et mes enfants doivent du respect à tout le monde. Jusqu'à présent. Alors, ils travaillent tous déjà. Hein. Et certains de vos enfants ici sont aussi ancrés dans le militantisme au niveau de la vie de la société civile. Ah, mais bien sûr, j'en ai. J'en ai qui sont ancrés. Et au moins, j'ai une qui est ancrée dans la vie civile. Rapprochez-la un peu pour voir si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. C'est avec la même verve qu'elle tient. Ah, surtout celle-là, elle tient. Hein. Attention. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent on dit que la carpe ne donne pas naissance à des silures. Hein? Vous voulez que je vous dise ça dans notre langue nationale? Vas-y. Akba. Akbavi. C'est-à-dire que la carpe ne donne pas naissance à des silures. Donc c'est la fille de son père. Elle est véritablement la fille de son père et j'en suis heureux, je suis content. Quand le président quitte Cotonou, où est-ce que habituellement vous avez l'habitude de vous recueillir et de passer? Bon, pour commencer, moi je suis dans un faux coin de Calavi. Mais qui a commencé maintenant par prendre de l'essor? Je suis à Ouedo. Je suis à Ouedo où j'ai acquis ma parcelle depuis que j'avais 28 ans, en 1980. Heureusement que je n'avais pas amené un ami ou une connaissance pour dire « Ah, viens voir avec moi ce que je veux acquérir. Hein. » Il m'aurait refusé ça catégoriquement. Il m'aurait découragé. Parce qu'il n'y avait même pas de route pour aller là-bas. C'était une piste comme ça. Et quand je prends mon véhicule, parce que déjà en ce temps-là, j'avais déjà mon véhicule, j'avais déjà mon métier. Moi, je suis technicien supérieur de froid et d'électricité de formation. Ça fait plus de 30 ans déjà. Mais bien sûr. Non, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Je suis technicien de froid et d'électricité de formation. Ce que vous appelez habituellement frigoriste. Et c'est ça que je suis et je l'assume. Mais comment la transition a été faite? À ça, le jour où vous verrez, bon Dieu, vous allez lui poser la question. Pour lui dire, mais comment vous avez fait avec Martin Viutu Asogba, qui était frigoriste au départ, et qu'après, vous l'avez transformé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai subi la métamorphose. Ça suffit que c'était prévu. Qu'est-ce que Martin Viutu Asogba aime manger en famille? Par la nature. Or, vous avez toujours dit que je suis jeune, non? Oui, tout à fait. Et ça dépend de la période. Il y a eu des périodes où je mange du mangue, mais la plupart du temps, ce que je mange, c'est moyo. C'est une nourriture très simple. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Ah, mon épouse est spécialiste dans ça. Elle était service traiteur. Mais maintenant qu'elle prend de l'âge, je lui ai dit, laisse tomber ça. Et elle a créé aussi une ONG. C'est au cours de ces services que vous l'avez rencontré? Non, elle ne faisait même. Mais j'ai connu mon épouse en 1980, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. Vous étiez étudiant ou vous étiez... Non, elle avait 18 ans, moi j'étais déjà patron d'entreprise. J'étais déjà patron d'entreprise, mon cher ami. Je vous ai dit que c'est en 1980 que j'ai connu mon épouse. Et en 1980, moi j'étais déjà patron d'entreprise. Je suis revenu même du Brésil après avoir séjourné 6 mois au Brésil. Parce que je suis allé à la conquête d'une représentation commerciale là-bas. Oui. Et comment vous avez pu finalement garder une représentation commerciale où je suis revenu avec la représentation. Mais malheureusement, nos banques étaient en banqueroute. Donc, paix à son âme. Le président, le directeur de la BBD en ce temps, c'est M. Baba Moussa, qui a vu que, mais comment un jeune de cet âge-là va au bout du monde
pour aller décrocher un contrat, il vient avec. Et j'ai demandé à la banque de m'aider. Et ils m'ont donné une garantie bancaire. Ils ne m'ont pas remis l'argent. C'est une garantie bancaire de 75 millions en 1980. Vous voyez ce que ça donne, ça va donner aujourd'hui. Mais malheureusement, la BCB, qui était la seule banque commerciale à l'époque, parce qu'on est au temps de la Révolution là, la seule banque commerciale, qui devait me transformer cette garantie bancaire en une garantie de classe internationale, n'a pas pu le faire. Ils ont choisi la Chase Manhattan Bank à New York, qui a refusé de donner la garantie parce que la BCB devait beaucoup d'argent à la Chase Manhattan Bank. Ils ont fait des opérations qu'ils n'ont pas remboursées. Maintenant, j'ai demandé à la BCB de s'adresser à la BNP Paris, où j'avais un compte. La BNP Paris avait accepté endosser l'opération parce que j'avais un compte là-bas. Mais la banque de mon fournisseur au Brésil a dit qu'elle ne veut pas traiter avec une banque française, qu'elle veut traiter avec une banque américaine parce que le Brésil est dans une zone américaine. Les questions géopolitiques. Voilà. Mais finalement, dites-nous, il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent également. Comment avez-vous su garder votre épouse de 18 ans à ce jour? Ah, il faut être patient. Il faut être patient. Ce n'est pas facile. Mais lorsque vous voulez donner une bonne éducation à vos enfants, vous oubliez les mauvais côtés et vous vous attachez au bon côté. Et il faut être patient. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mon épouse et moi, notre Benjamin a déjà 27 ans. Hein? Notre Benjamin a déjà 27 ans. Quel est son trait le plus que vous appréciez le plus? Mon épouse, oui. Elle s'occupe bien de moi, quand même. À part que, bon, sur certaines questions, on ne s'entend pas. Vous connaissez bien, chacun a sa position des fois. Bon, à cause des enfants, je dis ok, parce que moi, je ne peux plus me mettre à me bagarrer avec mon épouse. Non, mes enfants vont me dire, mais papa, c'est quoi ça? Ça ne va pas. Et je fais ça aussi pour donner l'exemple à mes enfants. Je fais ça aussi pour que mes enfants que ça devienne aussi un exemple à mes enfants. Est-ce que vous prenez des vacances à ce métier? Les vacances, non, de temps en temps, bon, moi, je peux laisser la maison et mon épouse et moi, on peut aller dans un hôtel, rester une semaine ou bien un long week-end. Et puis, bon, parce que mon travail même ne me permet pas d'aller dans de longues vacances. Puisque vous savez, nous avons des contrats avec des partenaires. Et les moyens qu'on met à notre disposition, c'est sujet à des comptes rendus réguliers. Et quand tu laisses tout aux collaborateurs, il peut y avoir des failles. Donc il faut faire un suivi régulier. Quelle figure vous a marqué au cours de vous qui avez vécu la Révolution? Quelle figure vous a véritablement marqué au cours de la Révolution? Oh, il y a 3 jours, on était dans une activité à Bénin Royal Hotel sur les questions de lutte contre L'extrémisme violent. Et tout ce qu'on dit où il faut que maintenant nous nous apprêtons à faire la sécurité citoyenne avec la population locale, la collectivité locale, avec les gouvernements locaux dans le cadre de la décentralisation. Mais j'ai dit que ce qu'on dit là, que moi j'ai un regret. Je suis nostalgique de la période révolutionnaire. Vous comprenez? Nous avons, au cours de la conférence des forces vives de 90, compte tenu de ce qui s'était passé, où on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas s'exprimer, tout ça, on nous a comprimé, on nous a mis en cage et tout ça. Nous avons jeté le bébé avec l'eau de bain.
il y a beaucoup de bonnes choses qui se faisaient pendant la Révolution. Aujourd'hui, la jeunesse est pagailleuse. Les personnes âgées... Vous parlez des trois bonnes choses que vous avez... Les personnes âgées, certains sont devenus des irrespectueux. Parce qu'en matière de respect, le père doit respecter ses enfants et les enfants doivent respecter le père. Les pères. C'est une question de donner et de recevoir. C'est une question de donner et de recevoir. Je demandais ce qui vous a le plus marqué au cours de la période de Révolution, ou quelle figure vous a beaucoup marqué pendant la Révolution? Mais moi, j'ai aimé le président Mathieu Kérékou, qui a été mon ami jusqu'à sa mort. Il m'appelle Américain. Et beaucoup de gens le savent. Même pendant que le président Kérékou était dans ses filao, mais moi, j'allais lui rendre visite. Et je rencontrais là l'ancien ministre, paix à son âme, et à Plogan. Je rencontrais Valentin Aditi-Koudé. Qu'est-ce que vous avez retenu de la personnalité ou du personnage de Mathieu Kérékou? Bon, c'est papa de bonheur. C'est papa de bonheur. Et lui, il n'est pas régionaliste, hein? Non. Et non, c'est papa de bonheur. Et c'est ça qui a gâté un peu notre pays aussi. Lui, il a toujours considéré tout le monde comme lui-même. Et il n'est pas un cupide. Or, il a fabriqué beaucoup de cupides, sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que Mathieu Assogba souhaiterait que la postérité retienne de lui une fois que vous ne serez sans doute pas ici? Le combat que j'ai mené, c'est curieux. Quand bien même aujourd'hui, les gens me taxent de talonniste. De mouvancier bontin. Mouvancier bontin, j'acquiesce. Parce que celui qui est là, je suis en adéquation avec sa rigueur. Moi-même, je suis un monsieur rigoureux. Vous savez, avant là, quand mes enfants étaient en jeune âge, quand ils étaient au collège, mais on ne se lève pas pour venir me dire, papa, j'ai besoin de 5 000 francs parce qu'on a demandé 5 000 francs à l'école. Hein. Ah non! Non! Vous savez ce que je faisais? J'avais un cahier. Rapprochez-vous de mes enfants hein, pour savoir. J'avais un cahier au chevet de mon lit. Tu viens faire ta demande. Et régulièrement, je contrôle le cahier pour voir les demandes. Donc quand il y a une urgence à l'école, là, ça passe plus tard. Quelle urgence à l'école? Est-ce que moi, c'est urgemment qu'on me paye? Non, on étudie les demandes et puis bon, après... Mais j'étudie, non, je prends connaissance de ta demande et je te programme. Pour l'exposer. Je vous dis, demandez. Alors, on ne se lève pas pour dire, papa, j'ai besoin de 10 000 francs, j'ai besoin de 5 000 francs. Non. Hein? Je n'ai pas prévu, je vais te donner comme ça. Non, c'est faux. Demandez à mes enfants. Ils savent. Alors, si un jour vous devez rencontrer le bon Dieu, le ciel, ou le paradis ou l'enfer, quel serait... Je n'irai pas en enfer. Et je vais vous dire, l'enfer, ça dépend de nous, de nos comportements, de notre vivant. Le paradis, ça dépend de nous, de notre comportement, de notre vivant. Moi, je vis déjà mon paradis. Vous êtes déjà au paradis. Mais je suis au paradis. Parce que, vous savez, je fais les choses selon ma conscience. Alors, et je n'aime pas piétiner les autres. Et je n'aime pas que les autres piétinent les gens devant moi. Pour conclure sur cette partie. Et même les animaux. Venez chez moi, vous allez voir. Mes chiens m'adorent. Parce que je leur donne leur place.
je sais ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils travaillent pour la maison. J'ai un vaste domaine. Il y a beaucoup de chiens? J'ai 4 chiens, dont un berger. Mais il y a un autre là, il n'est pas berger, il est un chien local. Mais vu comment il est nourri, soigné, mais il marche comme un berger. Vous savez pourquoi? Je m'adonne à les satisfaire. Ils ont leur carnet. Ils sont régulièrement vaccinés. Ils sont régulièrement douchés. Et j'achète les produits. Quand je voyage à l'étranger, Pourquoi cet attachement? je ramène des cadeaux à mes chiens. Pourquoi cet attachement pour les chiens? Mais parce que c'est des êtres humains aussi. Hein. Si vous les observez correctement, mais plus fidèle qu'un chien, vous n'allez pas trouver vis-à-vis de son maître. Lorsque vous l'entretenez correctement. Il y a un adage fond qui dit à Kanato, ouais, à vous nommer. C'est-à-dire, c'est celui qui nourrit bien son chien qui est aimé par ce chien. Comment ils vous accueillent quand vous rentrez chez vous? Oh là 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 là. Et si vous voulez, quand on va finir, on va descendre, vous allez demander à mon chauffeur comment mes chiens m'accueillent. Quand je rentre, déjà, à une certaine distance, ils connaissent le son du véhicule. Les matins de bonne heure, je dors à l'étage. Quand je commence par descendre des escaliers, quand on les a pas encore mis en chaîne, ils viennent tous m'accueillir au pied, à l'entrée de la porte de l'escalier. Et je les salue tous, je leur touche la tête, je parle avec mes chiens. Je parle avec mes chiens. Vous savez pourquoi? Je suis dans un domaine. Si je devais prendre des gardiens, ces gardiens-là vont encore amener des gens pour me voler. Donc, et je ne peux pas prendre un seul gardien. Il m'en faut 2 ou 3. Vous voyez ce que je dois payer pour les gardiens? 2 ou 3 gardiens si je veux bien les payer. Et je les paierai bien, mais malgré ça, ils vont me voler. Ou ils vont être complices d'autres personnes qui viendront me voler parce que c'est près de 2 hectares. Alors, pour conclure sur cette partie, quel est votre plus grand rêve pour le Bénin? Plus grand quoi? Rêve pour le Bénin. Ah, mon rêve pour le Bénin, je veux voir le Bénin se développer. Et je veux voir chacun de nous être conscient de son rôle. Parce que nous réclamons trop nos droits sans penser à nos devoirs. Or, c'est le devoir avant les droits. Et je veux que tout le monde comprenne le sens véritable de la démocratie en sachant que la démocratie, c'est de l'exigence. La démocratie, c'est de l'exigence, du respect de nos devoirs avant nos droits. Alors, est-ce que... C'est le devoir bien fait qui vous donne droit à vos droits. Oui, or, on nous a habitués pendant un certain temps à gagner facilement de l'argent et tout le monde veut, on parle toujours de social. Le social, vous savez ce que ça signifie? Donner du poisson à quelqu'un au lieu de lui apprendre à aller pêcher lui-même. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Alors, nous sommes au thème de l'émission. Regardez, asphaltage qui se fait aujourd'hui là. Oui. Je connais, on m'a compté. Je n'aime pas dire des choses dont je ne peux pas apporter les preuves. On m'a dit, il y a un monsieur dans une ancienne rue, Bafon. Vous savez que l'asphaltage a atteint même les bas-fonds aujourd'hui. Et le monsieur cherchait à vendre son carré
à 1 500 000. Il n'a pas trouvé de preneur, compte tenu de la situation de la zone. Aujourd'hui, l'asphaltage est passé par là. Il dit si on ne lui donne pas 15 millions, il ne va pas vendre la parcelle. Est-ce que ce n'est pas du social, ça? L'asphaltage ne l'a pas fait du social. Oui, il faut dire que... Et ils sont nombreux comme ça. Moi, je cherche aujourd'hui que l'asphaltage passe aussi devant ma maison, à Ouedo, mais je n'ai pas encore trouvé. Il y a plusieurs phases, ça va sans doute venir. Amen. Merci. Que ça vienne. Parce que ça va donner plus de valeur dans le village et à ma maison et aux autres maisons qui sont dans la zone. Oui. C'est déjà du social, ça. C'est déjà du social. Aucun chef d'État, même aux États-Unis, ne peut s'asseoir là, à la présidence, les matins pour dire les citoyens, venez, je vous donne le petit déjeuner, je vous donne le déjeuner, je vous donne le souper ou le dîner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je pense que l'actuel régime essaie de faire tout pour permettre aux gens de s'autonomiser. Quand avant on dit, on fait marche, on distribue 5 000, hein? Ou bien on distribue les tickets valeurs aux gens, et au lieu d'aller acheter même l'essence avec les tickets valeurs, ils vont monnayer ça à la station, ils sont dans des combines avec les pompistes, on va prendre l'argent et on va acheter le paillot. Et c'est ça qu'on disait. Non, écoutez. Non. Moi, les gens peuvent m'injurier. Mais je vous dis, ce que je vous dis, c'est ma vérité. Ça peut ne pas être leur vérité. Merci, Président. Je m'en fous. C'est une question de conscience. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Martin Viuto Asogba, président de l'ONG Alcré. Ce soir, il a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de la présidentielle, de la lutte contre la corruption, de la Cour des comptes. Il a dit sa vérité comme il a dit. Vous l'avez suivi. Merci et à la prochaine.